Bienvenue dans The Articity Show, un numéro spécial été sur la Côte d'Azur. Nous sommes à bord du bateau designé par Olivier Gossard que nous allons retrouver tout à l'heure. Et nous voguons vers le domaine des artistes également designé par Olivier Gossard et où se déroule un événement exceptionnel intitulé Humanity. Olivier, qu'avez-vous voulu faire en designant ce bateau? Qu'est-ce qu'il a d'unique? Bonjour Ma, tout d'abord je suis ravi d'être avec vous et je trouve qu'on a les conditions quasi idéales, le soleil, un petit peu de vent pour se rafraîchir et je voulais donc vous exposer un peu le concept de Resource Boat. J'ai lancé maintenant il y a 1 an et demi et en fait en faisant l'expertise qu'il existait depuis la nuit des temps des bateaux en trimaran qui étaient par exemple des pirogues polynésiennes ou d'autres types d'embarcations. Et l'idée de ce concept, c'était de relancer au XXIe siècle un bateau extrêmement performant, très stable, économique, pour quelque part répondre à d'autres exigences sur le marché. Quelle est votre touche personnelle justement en matière de design? Alors je pense que de par mon métier initial qui est celui d'un architecte d'intérieur, j'ai eu les réflexes d'aménagement, c'est-à-dire que l'expérience que j'ai à travers les hôtels m'ont poussé à agencer plutôt un système de canapé que des banquettes traditionnelles comme dans beaucoup de bateaux, et puis aussi d'apporter on va dire quelques touches d'équipement plus confortables. Est-ce que vous avez une passion d'enfance pour les bateaux? Alors ce qui est très drôle, c'est que je suis depuis la tendre enfance sur des bateaux, mais à l'opposé de ce type de modèle. C'est-à-dire que mon père a un Pointu, un bateau de Marseille, qui est une barque depuis très très longtemps, et on a été un petit peu éduqués, notre famille, sur ce type d'embarcation. Mais la passion de la mer, au-delà du bateau, a toujours été omniprésente. Je suis avec Gabriel Abada, commissaire de cet événement unique et atypique qui réunit art et humanitaire. Alors Gabriel, comment avez-vous eu cette idée? Cette idée est venue du fait que nous voulions une exposition collective d'artistes internationaux pour soutenir une cause. Cette cause défend une association qui s'appelle la Fondation Casque Rouge, présidée par Nicole Gage. Et pour cela, il nous fallait un écrin exceptionnel. Nous avons trouvé à Antibes un endroit sur un parc boisé de 12 000 m², un écrin tout à fait adapté à cette exposition unique. J'ai choisi des artistes avant tout généreux. Des artistes généreux dans leur création, mais aussi dans leurs actions. Ils ont se voir reverser à des associations ou des fondations une partie de leurs ventes, et c'est le cas pour cette manifestation. Go for humanity, go for humanity, go for humanity, go for humanity. Go for humanity, go for humanity, go for humanity, go for humanity. Matt, aujourd'hui, vous avez créé une œuvre performance en live de 11h à 15h. Est-ce que vous êtes coutumier de ce type de création? Alors oui, ça m'arrive très souvent. On va dire que ça fait partie de mes spécialités, on va dire une partie de ce que je fais de mon travail, qui est de réaliser en live une œuvre dans un court instant. Donc plus un travail d'improvisation et d'instantané sur le moment, donc réaliser une œuvre en partant de rien et avoir une finalité en très peu de temps. Donc voilà, je fais pas mal ça, on va dire. Qu'est-ce que vous avez souhaité exprimer par cette œuvre que vous avez réalisée aujourd'hui? Aujourd'hui, plus par rapport au thème donc, qui était Humanity, plus montrer qu'avoir de l'humanité dans ce monde, c'était aussi avoir du cœur,
Donc c'est aussi le partage et l'entraide entre personnes. Donc voilà, c'était un peu le sentiment que je voulais montrer lors de cette performance. Voilà. The microphone, you know this is your song. If you're alone, just take a phone, say I'm the one, I won't be wrong. What he said, Johnny D, there's no surprise, he knows what I need. I take the mic, you take the phone. If you're alone, I won't be wrong. What he said, Johnny D, there's no surprise, he knows what I need. I take the mic, you take the phone. If you're alone, I won't be wrong. I won't be wrong. I won't be wrong. Je suis avec l'artiste américain Nal, qui est également un régional, puisqu'il se partage entre l'Alabama et Vance, où il a un studio et une fondation. Alors, Nal, racontez-nous ce coup de foudre que vous avez eu pour la Côte d'Azur. Ah, la Côte d'Azur. Après que j'ai fait mes études aux États-Unis et ensuite à la Beaux-Arts à Paris, j'ai descendu en 1975 pour une exposition à Nice, où je l'ai tout vendu. Et je me dis, mais tout vendu au soleil, en lieu de tout vendu à Paris, je préfère la Côte d'Azur, bien sûr. On a pu voir dans vos œuvres, là, dans le domaine des artistes, beaucoup de fleurs, de mosaïques. Est-ce que ce sont ces paysages environnants qui vous inspirent? J'étais chez une amie un jour, Elizabeth Matthews, et j'étais en train de dessiner une grenade sec que je l'ai trouvée en Algérie, dans le Oued. Et je l'ai continué à peindre, et j'ai vu une petite grenade verte, tout beau, tout fraîche, vivante, devant moi. Et je l'ai peinte, et je me dis, bon, ça vient d'où? Et j'ai commencé de regarder plus les fleurs. Et je lui ai dit, mais je veux bien faire une exposition de que des fleurs, mais comme tout le monde me connaît, comme les poupées cassées, le sang, les os, le cafard et tout ça, ça ne va pas marcher. Et elle me dit, mais oui, essayez-le. Et je l'ai fait. Vous avez lancé une fondation qui est originale, qui sert à promouvoir les artistes, mais aussi à les accompagner dans des programmes de réinsertion. Vous savez que j'ai commencé de voir les jeunes artistes qui ont eu des problèmes de drogue et d'alcool. En 84-85, quand je l'ai acheté l'atelier de Dubuffet à Vence. Et petit à petit, je l'ai invité beaucoup de ces jeunes-là qui sortent de cliniques, le centre de réhabilitation. Et je travaille avec eux dans le yoga. Donc, j'ai interdit de fumer, de boire et de droguer, bien sûr. Il faut travailler tout le temps, il faut être à l'heure précise et il faut essayer de donner de notre propre inspiration. On se retrouve à Paris avec Richard Orlinski qui nous reçoit chez lui. On a pu voir un peu partout vos crocodiles, vos gorilles, vos panthères. D'où vous vient cet imaginaire lié au bestiaire? Le bestiaire, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis tout petit, qui a donc un rapport avec mon enfance. Étant déjà tout petit, je faisais des animaux un peu moins sauvages. Je faisais des éléphants, je faisais des hippopotames, des rhinocéros. Et et puis après, moi, en réalité, l'explication que je peux en avoir, c'est le parallèle que je peux faire entre l'humain et l'animal. Et donc, le concept, c'est de dire que l'homme utilise en fait la violence à mauvais escient et l'animal à bon escient, puisque souvent l'animal tue pour manger. Donc, c'est un petit peu le message que je voudrais laisser en disant que canalisons notre violence pour la rendre positive et non négative, comme le font les animaux. Alors, vous l'avez évoqué, il n'y a pas que le bestiaire. Il y a par exemple la mode avec des fameux jeans déclinés en plusieurs couleurs, mais aussi un stiletto rouge, je crois qu'il vous a été commandé par David Guetta en sculpture de 3 mètres. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix?
En fait, ce qui m'intéresse dans tous ces sujets, c'est les icônes en fait, de mon époque et de ma génération, notamment le jean, parce qu'effectivement, je suis né à l'ère du jean. Après, les chaussures à talons, c'est la sensualité, donc comme le stiletto. Mais je peux explorer bien d'autres univers. Je suis aussi un enfant de la guerre froide, donc j'ai développé le thème des années 80 avec les deux blocs, le bloc soviétique, et j'ai fait un Superman russe. Donc, en développant l'idée, et s'il avait atterri dans le bloc soviétique plutôt que d'atterrir dans le monde capitaliste en prenant une autre idéologie. Donc j'ai plein de réflexions, je suis assez libre dans mon imagination, dans ce que j'ai envie d'exprimer. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à des jeunes ou à des personnes qui ont une vocation artistique entre guillemets contrariée et qui auraient envie de se lancer alors qu'ils ne sont pas du sérail? Ah ben alors ça c'est très personnel, hein, je veux dire. Après c'est vrai que moi je pense que dans une vie il faut essayer d'assouvir ses passions et de se donner les moyens de ses ambitions. C'est pas forcément financier, mais de ce qu'on... Voilà. Je pense que tout à chacun peut à un moment tenter. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tellement de risques à tenter ou d'essayer ou de montrer. Déjà ne serait-ce que montrer son travail, ça coûte rien, de montrer à des amis pour commencer, montrer à des galeries, enfin... Je pense que l'expression, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc surtout, je pense que c'est vaincre la timidité pour passer de côté. Après, ça fonctionne pas, ça devient une activité, ça n'en devient pas, mais c'est le partage qui est important. Alors l'événement Humanity au domaine des artistes dans lequel on peut voir vos œuvres donc parle d'humanité. Quelle est votre conception de l'humanité? L'humanité, c'est ça, c'est le partage, de donner, de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Je m'occupe aussi de l'association pour les enfants malades. Donc ça, pour moi, c'est aussi de l'humanité, donc où je fais des ateliers, pas forcément que des dons d'œuvres, parce que ça, effectivement, même si c'est un investissement, c'est uniquement une question d'argent. Alors que là, quand on s'investit, par exemple, j'ai fait une opération avec Necker, à l'hôpital parisien, où on a fait un atelier carrément, où ils customisaient des pièces, ou alors des dessins, ou des choses. Donc il y a un vrai partage. Et avec la communication, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'échange. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie définition de l'humanité. Go for humanity, go for humanity, go for humanity, go for humanity. Go for humanity, go for humanity, go for humanity, go for humanity.